6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h44 sur RMC, place à la politique. L'invité du jour. Avec vous, Aurore Berger, bonjour. Vous êtes députée des Yvelines, vous êtes présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Ça continue à tanguer à l'Assemblée et désormais au Sénat autour de ce fameux pass vaccinal. Sauf qu'en fait, pendant que vous vous écharpez dans les hémicycles, on se demande si ce pass vaccinal lui va pas arriver de toute façon trop tard. Il arriverait autour de quoi? Du 15 janvier, alors que le pic est attendu le 20? Ça sert encore à quelque chose, ce pass vaccinal? Ce qui sert encore à quelque chose, c'est déjà de continuer à faire la loi. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui avec le groupe Les Républicains. Ça n'a pas été évident la semaine dernière parce qu'on a eu suspension de séance sur suspension de séance. Et donc, on a fini par le voter à 5h30 du matin et avec un groupe LR qui était divisé. Il y avait les 4/4 du congrès LR. Puis il y a eu les 3/3 au moment du vote. Un tiers a voté pour, un tiers a voté contre, un tiers s'est abstenu. Donc, en fait, on ne comprend rien à la position qui est la leur. Et hier, ils ont plutôt justement que d'accepter qu'on ait un compromis auquel on était prêt parce qu'il faut aller vite, mais ils ont préféré faire échec à la discussion qu'il y avait entre députés et sénateurs. Échec de la commission mixte paritaire, qui est donc ce qui permet de trouver un accord, une union entre les positions du Sénat et celles de l'Assemblée nationale. Mais pardon, vous me répondez tambouille, vous me répondez parti politique. Parce que malheureusement, c'est ce qu'on subit. Mais le problème, c'est que tout ça pour une loi, comme vous dites, mais qui peut-être sera déjà caduque quand elle arrive. Elle ne sera pas caduque parce que ce ne sera jamais caduque de continuer à convaincre les millions de Français qui aujourd'hui ne sont pas vaccinés. Et on en a besoin. Moi, j'étais dans un centre de réanimation. Dans ce centre de réanimation, vous savez, à chaque fois qu'on en parle, on nous répond fake news, fake news, fake news. Donc à un moment, il y a ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, ça ne ment pas. Et ce qu'on voit, c'est que dans ce centre de réanimation, en l'occurrence, moi, c'était à Rambouillet, les 9 lits de réanimation sont occupés par des cas Covid. 7 d'entre eux, ce sont des non-vaccinés. Les 2 autres, des personnes qui n'avaient reçu qu'une dose. Voilà la réalité. Voilà la réalité à laquelle les soignants sont confrontés. Et nous, ils nous interpellent parce qu'en effet, ils en ont ras-le-bol de la tambouille politique, parce qu'en effet, ils en ont ras-le-bol qu'on perde du temps, parce qu'ils nous disent à un moment, ces situations, elles sont insupportables. Non pas parce qu'on doit soigner, c'est notre vocation, mais parce qu'on ne devrait pas soigner ces personnes-là. Elles ne devraient pas être là, parce que si elles étaient vaccinées, dans la plupart des cas, ce serait évité. Mais pardon, vous auriez pu choisir d'autres stratégies plutôt qu'effectivement cette discussion sur un pass vaccinal dont même les médecins parfois s'interrogent. Tout à l'heure, Alexandre Mignon, qui était mon invité à 6h40, qui est anesthésiste, qui a toujours été vraiment à la pointe des alertes sur la maladie. Même lui, aujourd'hui, il dit... Au fond, et si on passait à autre chose? Au fond, et si même on arrêtait de tester, peut-être qu'on se rendrait compte qu'il n'y a plus grand-chose aujourd'hui. Et vous en êtes encore à discuter d'un pass qui n'est même pas encore en application. Mais encore une fois, moi j'aimerais qu'il le soit. Et j'aurais aimé qu'il puisse entrer en application dès le 15 janvier. Et nous, vous voyez, à l'Assemblée nationale, on n'a pas de problème à siéger la nuit. Moi, j'espère que le Sénat acceptera de siéger le week-end, parce que les soignants, ils n'arrêtent pas de soigner le week-end. Si on continue le rythme sur lequel on est aujourd'hui, vous le voyez quand, là, le pass vaccinal? On espère, du coup, ça va être décalé de quelques jours. Donc probablement, peut-être le 20 janvier. Parce qu'il faut, encore une fois... Le 20 janvier, et vous vous rendez compte, regardez, dans le journal Le Parisien, aujourd'hui, les différents calculs ont été faits, selon différents scénarios, à la fois de l'Institut Pasteur, des différents médecins. La date, 20-25 janvier, ça c'est la date du pic. Mais je sais bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait plus rien? Ça veut dire que face à la, à un moment, à la il faut peut-être reprise aussi reconnaître que on dit on laisse filer. C'est décalé. On dit qu'on laisse filer, on dit qu'on oublie, on dit aux soignants débrouillez-vous, et puis vous verrez arriver des cas que vous n'auriez pas dû voir arriver parce que si les personnes étaient vaccinées, en fait, il y aurait de très fortes chances, de très fortes probabilités qu'elles ne soient pas là. Pourquoi vous n'avez pas fait comme l'Italie? L'Italie, elle s'encombre pas de grand-chose. Elle dit écoutez, c'est clair, on va obliger. Elle s'encombre pas de grand-chose, mais elle a aussi fermé ses écoles pendant 9 mois. Et donc on a des enfants qui, en fait, quand vous fermez les écoles pendant 9 mois, ça veut dire que quasiment ne retournez pas en arrière. Moi, je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui. L'Italie, elle a visiblement appris les leçons et elle dit aujourd'hui, allez, on arrête de s'encombrer avec des passes, des passes, des vax, des antivax. Elle dit vaccination pour tous les plus de 50 ans, point barre. Ouais, mais enfin. Moi, je veux bien qu'on fasse en permanence les comparaisons. Et on les a faites depuis le début de la crise. Et on essaiera peut-être de le faire une fois qu'on en sera réellement sorti. Et on verra les conséquences sociales, les conséquences économiques, les conséquences sanitaires réelles que la crise a eues. Et on pourra à ce moment-là faire les comparaisons. Parce qu'à chaque fois, on nous a dit la France n'est pas le bon élève. On nous a dit vous n'avez pas pris la stratégie zéro Covid, vous auriez dû faire comme l'Australie ou comme la Nouvelle-Zélande. Au final, leur stratégie n'a pas du tout marché. Attention, vous devriez reconfiner ou reconfiner que les non-vaccinés. Au final, ceux qui ont confiné, notamment avec la vague Omicron, qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils lèvent le confinement, on voit qu'il y a un pic épidémique massif qui se met en place. Vous auriez dû finalement mettre un couvre-feu. Bref, on prend, soi-disant, à chaque fois, jamais les bonnes mesures. Et probablement d'ailleurs que les autres pays qui prennent, eux, ces mesures sont confrontés aux mêmes questions. Donc, encore un mot à un moment, sur il y a un mesures. choix qui est fait.
fait, que moi j'assume, qui est de dire on doit convaincre encore et encore de la nécessité de la vaccination. Quitte à ce que ça arrive à contretemps. Mais c'est pas à contretemps, parce que ce sera jamais à contretemps qu'on évite qu'il y ait des personnes qui aillent en réanimation. Regardez le masque. Le masque, à partir du 1er janvier, il était à nouveau obligatoire de porter le masque en extérieur. Déjà, dès le 1er janvier, un certain nombre de médecins disaient non mais c'est étrange parce que c'est pas forcément là qu'on se contamine. Et ça y est, c'est tombé hier soir. Il n'est déjà plus obligatoire à Paris et dans les Yvelines dont vous êtes député. Oui, parce qu'on a eu des décisions des tribunaux administratifs qui ont considéré que les mesures étaient trop contraignantes. C'est la justice et il faut évidemment que dans ces cas-là, quand une décision de justice est rendue, on doit la respecter et l'appliquer. Ça s'appelle un état de droit. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a aussi des personnes, parce qu'on parle en permanence des personnes qui demanderaient qu'il y ait moins de contraintes. Moi, j'entends aussi des personnes âgées qui me disent « Moi, je ne ressors pas si à un moment, je ne suis pas sûre de l'endroit dans lequel je me rends. Je ne vais pas faire mon marché. C'est vrai qu'on en a des témoignages de personnes âgées qui restent confinées chez elles. Mais oui, mais il y a des gens qui ont peur. Ça existe aussi. Pourquoi parfois des gens ont peur de retourner dans des lieux de culture, etc. Le fait justement qu'il y ait le pass sanitaire et demain le pass vaccinal, ça les a rassurés pour venir, parce que si je viens, je ne suis qu'avec des gens qui auront le pass vaccinal. Et de la même manière sur le masque, désolé, mais des personnes qui ont des comorbidités, qui vont faire leur marché dans des endroits où il y a des attroupements, des regroupements, le fait que tout le monde ait un masque, le masque il n'est pas pour se protéger soi-même, il est pour protéger les autres justement de ce qu'on pourrait dégager. Désolé, mais avoir des mesures qui sont aussi des mesures un peu de fraternité et de solidarité, j'espère que ça a encore du sens. Aurore Bergé, est-ce que Jean-Michel Blanquer est toujours ministre de l'Éducation ? Il est plus que jamais ministre de l'Éducation. Il a reçu hier encore les organisations syndicales. Je pense que c'était aussi une bonne chose qu'il les reçoive avec le ministre de la Santé. Il les a reçus visiblement, il faisait surtout tapisserie, c'est-à-dire ce que nous dit ce matin la représentante du SNES SSU qui était à la réunion hier, c'est qu'elle nous dit que celui qui prenait la parole, c'est Jean Castex, et qu'il avait bien compris qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait renouer le dialogue. Écoutez, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est quoi ? C'est qu'on sort, en effet, d'une grève qui a été très suivie. Et c'est important de le prendre en compte. C'est important d'entendre aussi le niveau de tension dans lequel nos enseignants et l'ensemble des équipes pédagogiques, les directeurs d'école, les ADSEM, les personnes qui travaillent auprès des enfants en situation de handicap, sont depuis 2 ans. Mais ils le sont aussi parce qu'on a pris une décision qui est pour moi une décision fondamentale. C'est un principe assez simple, c'est de considérer que l'école c'est bon pour les enfants et qu'on a intérêt à ce que nos enfants puissent continuer à y aller, parce que sinon ça aurait des conséquences dramatiques, éducatives mais aussi sociales et aussi psychologiques pour eux. Après, une fois qu'on a entendu le niveau de tension de nos enseignants et des équipes pédagogiques, on prend des décisions. Donc en effet, à partir du moment où il y a eu des revendications importantes, elles ont été entendues. Et on peut s'en féliciter. On peut se féliciter qu'à un moment, on arrive à retrouver du dialogue et qu'on arrive justement à entendre des demandes qui parfois sont contradictoires. On a parfois des parents qui nous disent on a besoin qu'il y ait moins de tests, parce qu'en effet c'est lourd de devoir faire tester son enfant. Mais on a des enseignants qui disent oui, nous on est face aux enfants. Donc on veut aussi être protégés parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Sauf que pour une fois, donc, ils étaient ensemble dans la rue, à la fois les parents d'élèves. Il faut qu'on arrive à réconcilier. Et là, je pense qu'on y arrive en donnant encore et encore plus de moyens à l'école, en donnant plus de moyens de protection aux enseignants, en ayant aussi des protocoles qui sont, je pense, plus flexibles, plus souples pour les parents et donc pour les enfants, parce que c'est quand même eux les premiers concernés. Aurore Bergé, députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Merci d'être venue dans ce studio ce matin. Et ce qu'on retient, c'est